Bonjour à tous. Qui aurait cru il y a à peine 10 ans qu'aujourd'hui plusieurs millions de Français pratiquent le covoiturage ou que l'autopartage s'est invité en entreprise et avec succès. Et pourtant ces deux nouveaux services sont en plein boom et bousculent nos habitudes. Alors avec nous pour en parler, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de covoiturage.fr qui s'appelle désormais Blablacar et vous êtes le leader quasi hégémonique, si j'ose dire, du covoiturage en France. Avec nous également Cédric Marquand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing et business développement d'Alphabet France. Alphabet qui est un spécialiste de la location longue durée et de la gestion de flotte multimarque, même si vous êtes une filiale de BMW. Tout à fait. Et vous venez donc de lancer une offre d'autopartage en entreprise qui s'appelle Alpha City. Exactement. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Mazella. Et les déplacements des particuliers, puisque c'est à eux que s'adresse votre service. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de phénomène de société ? Oui, dans la mesure où ça concerne maintenant plusieurs millions de personnes, c'est un phénomène de société, c'est un phénomène de nouvelle manière de se déplacer, c'est un nouveau moyen de se transporter, qui est extrêmement solidaire puisque le principe est extrêmement simple. Les conducteurs qui ont des places libres dans leur véhicule les proposent à des passagers qui font les mêmes distances. Et donc le covoiturage qui connaît un grand essor aujourd'hui, c'est la pratique sur des plutôt longues distances. Ça va être des trajets type Paris-Rennes, Paris-Lyon, des trajets pour le week-end, pour les vacances, dans lesquels, pour le coup, les conducteurs peuvent économiser plusieurs centaines d'euros sur, par exemple, un aller-retour. Un aller-retour Paris-Lyon, ça coûte 60 euros d'essence, 30 euros de péage à l'aller et pareil au retour, donc ça fait 180 euros. Et en fait, si le conducteur a 3 places libres, il peut les proposer à 3 passagers qui vont payer à peu près 30 euros chacun. Et donc, il va amortir intégralement ses frais d'essence et de péage et donc faire un aller-retour sur lequel il va économiser 180 euros. Donc, en fait, c'est surtout ce covoiturage de longue distance-là qui se développe énormément, puisque aujourd'hui, c'est un volume c'est 400 000 passagers par mois, ce qui représente l'équivalent de 1000 TGV pleins. Oui, j'ai noté qu'à Noël, pendant les vacances, vous aviez rempli plus de 1200 TGV, enfin l'équivalent de 1200 TGV. On a compté sur une période d'un peu plus de 2 semaines autour de Noël, jour de l'an, que ça faisait un demi-million de personnes, donc 1250 TGV pleins de personnes qui sont rentrées dans leur famille pour Noël au jour de l'an. Et alors combien de membres sur votre plateforme ? Alors en tout, il y a maintenant 2 800 000 personnes, alors ça change évidemment tous les mois puisqu'il y a plus de 100 000 nouveaux abonnés par mois. Et donc alors on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est vrai que la croissance n'arrête pas d'accélérer. En fait. Est-ce qu'on a une possibilité de mesurer les économies qui sont réalisées par tous les gens qui utilisent votre service ? Oui, en tout, à l'année, là on est proche de 100 millions d'euros d'économies pour les gens qui pratiquent le covoiturage dans l'ensemble. D'accord. Et alors comment vous expliquez ce succès ? Je pense en fait, parce que je me suis beaucoup posé cette question-là, parce que surtout que pendant des années ça ne marchait pas. Donc, de 2004 à 2009, c'était balbutiant. Et c'est qu'à partir de 2009, ça a commencé à marcher. Alors, il y avait un effet place de marché. Il fallait qu'il y ait beaucoup de liquidités, il fallait qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes pour que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Mais je pense aussi que maintenant, tout le monde est connecté. Beaucoup de gens sont connectés, soit par leur mobile, soit par Internet. Et donc, ça facilite beaucoup la mise en relation de toutes les personnes. Mais aussi, je pense qu'au final, on est en train de rattraper un déséquilibre passé. C'est-à-dire que si Internet avait existé en même temps que les premières voitures, je pense que le covoiturage existerait depuis qu'il y a des voitures. Puisqu'il y a toujours eu 4 places dans une voiture. Enfin, c'est pas nouveau. Faire 500 km en étant tout seul à bord d'une voiture où il y a 4 ou 5 places, ça a toujours été un non-sens économique. Et maintenant, en plus, avec la prise de conscience, un non-sens écologique. Donc, le covoiturage, c'est simplement rattraper ce déséquilibre-là, ou cette aberration économique et écologique qu'on faisait avant. Et donc, c'est pas véritablement un engouement, c'est juste on rattrape l'histoire. Et alors, qu'est-ce qui motive les conducteurs, ceux qui proposent des places ? Les économies, en première raison. Comme je disais tout à l'heure, un conducteur peut économiser facilement 100 ou 200 euros sur un aller-retour quand il va en province, ou quand il fait un trajet Montpellier-Bordeaux. Enfin, bon, après, il y a tous les trajets, évidemment. Donc pour les conducteurs, ça va être ça. La deuxième raison, c'est la convivialité, c'est de ne pas faire la route tout seul. Parce que faire 500 km tout seul, c'est ennuyeux. Alors que le covoiturage permet de rencontrer plein de gens. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'expliquait que... Alors, il vient me voir à la fin de la conférence et il me dit oh, « J'ai découvert votre site il y a 4 mois et ma vie a basculé. » Cela bouscule nos habitudes, c'est ça. Exactement. Et alors, en fait, il m'explique qu'il fait le trajet, il va à Saint-Nazaire depuis Paris quasiment tous les week-ends parce qu'il a un bateau là-bas et que donc il fait du voilier là-bas. Il me dit avant,
voilà, j'ai eu 4 enfants, donc j'ai une grande voiture, je faisais les trajets tout seul. Maintenant, j'ai découvert votre site, je publie, j'ai 3-4 passagers à l'aller, pareil au retour, et maintenant j'ai des amis à Nantes, des amis à Paris. J'ai ma vie sociale, alors il avait 50 ans, il me dit ma vie sociale a redémarré, ma femme et mes enfants sont jaloux parce que j'ai plein d'amis partout maintenant. Et il y a tout ce côté social extrêmement fort de gens qui vont faire les trajets ensemble et qui ensuite vont pouvoir aussi se retrouver dans les différentes villes, c'est-à-dire les Nantais à Paris, les Toulousains à Bordeaux, enfin voilà, des gens qui vont pouvoir se retrouver par ce biais-là, des gens qui ont décidé d'aller vivre ailleurs, soit pour le travail, soit pour les études, qui reviennent souvent dans leur région d'origine et qui ont une petite nostalgie, qui vont pouvoir se retrouver après entre amis, entre gens de la même région. Donc finalement, pas tellement de motivation écolo. Alors l'écologie, c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait que de toute façon, la problématique de l'écologie, elle est très très complexe, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a tous envie de mettre en avant. Par contre, c'est pas ce qui nous fait agir véritablement, puisqu'on est dans une logique où on sait que c'est bien pour tout le monde, mais enfin le bien individuel, il n'est pas directement visible. C'est sûr qu'on voit beaucoup plus facilement l'avantage d'aller économiser 30, 40, 50 euros et l'avantage de rencontrer des gens immédiats que l'avantage de moins polluer. Ça se voit moins. Alors, on a la chance avec le covoiturage d'avoir une activité qui est à la fois tout cela, donc économique et sociale, mais qui est aussi écologique, mais c'est le deuxième effet qui se coule, ou c'est la conséquence, et c'est très très bien pour nous, mais c'est pas évidemment la première motivation. Donc votre communauté a envie de faire des économies, a envie de partager des discussions visiblement, et est-ce qu'on sociologiquement on a une petite idée de à quoi ils ressemblent vos... Alors, est-ce qu'ils ont un nom d'ailleurs, les utilisateurs du covoiturage? Les covoitureurs. Les covoitureurs. Pas très joli encore. Hein. Ah ouais, c'est bon. C'est des voyageurs. Il y a les passagers et les conducteurs. Voilà. Voilà. Bon, après, on peut aussi rester classique et quand même innover. Hein. Alors, nos covoitureurs, est-ce que vous avez une idée de leur profil sociologique? Oui, alors on a 45% de femmes. C'est une population dans l'ensemble assez jeune, puisqu'on a 62% de personnes qui ont moins de 30 ans. 18-30 ans donc. Voilà, alors après ça varie un petit peu suivant les profils passagers, profils conducteurs. Les conducteurs sont un peu plus âgés que les passagers. Bon, c'est aussi lié à la possession ou non d'un véhicule, hein, puisque généralement les gens qui ont des voitures sont dans l'ensemble un peu plus âgés que les gens qui n'en ont pas. Voilà, après il y a plein de profils. Alors c'est difficile de définir par exemple un portrait type. Parce que maintenant, avec quasiment 3 millions de personnes, c'est c'est tout le monde finalement. Ce ne sont pas spécialement des catégories socio-professionnelles. Après, on sait qu'on a beaucoup d'étudiants en études supérieures qui vont aller faire 500 km pour aller étudier dans une grande ville sur des sujets spécifiques. On a aussi beaucoup de cadres qui, par exemple, vont avoir leur famille à Rennes et puis qui travaillent à Paris du lundi au jeudi et qui rentrent le week-end en famille. On a ce genre de profil-là. On a aussi des parents célibataires qui ont leurs enfants, qui doivent aller voir leurs enfants le week-end et qui donc vont utiliser le covoiturage. On a plein de témoignages de gens qui nous disent grâce à vous, je peux voir mes enfants tous les week-ends parce qu'avant c'était trop cher. C'est très varié. Mais alors quand on propose entre 10 et 15 000 places de trajets de plusieurs centaines de kilomètres chacun tous les jours, on commence à s'attaquer à certains concurrents ou confrères, je ne sais pas comment vous les appelez. Comment se passe la cohabitation? Et qui sont vos concurrents finalement? Alors, en ce qui concerne les conducteurs, il n'y a pas véritablement de concurrents puisqu'on est juste simplement en train d'optimiser une place qui était libre, qui était gâchée avant. Donc, pour les conducteurs, c'est soit ils gâchent des places, soit ils utilisent le covoiturage. Ensuite, pour les passagers, des fois, alors, on a des passagers qui auraient pris eux-mêmes leur voiture et qui la décident d'y aller en covoiturage avec la même praticité parce qu'ils font d'un point A à un point B comme ils avaient prévu de le faire, mais ça leur coûte moins cher. On a aussi évidemment des passagers qui vont préférer le covoiturage au train. Donc ça, c'est sûr que là, on se retrouve en concurrence évidemment avec la SNCF. Ensuite, voilà, la cohabitation se passe bien dans la mesure où c'est une solution complémentaire et aussi en termes de volume, même si c'est 10 000 ou 15 000 passagers par jour, par rapport à ce que transporte la SNCF, c'est ridicule. Enfin, c'est tout petit. D'accord. Alors demain, quels sont les développements possibles pour vous? J'ai cru comprendre que vous étiez en train de vous déployer à l'étranger. Oui, alors en 2012, on a mis un coup d'accélérateur sur une expansion internationale puisqu'on a ouvert des bureaux maintenant à Madrid, Milan, Varsovie et Londres. Donc on est présent physiquement avec des bureaux dans 5 pays, donc la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et l'Angleterre.
Et par contre, par capillarité, on va dire, le service, lui, est déployé dans 9 pays d'Europe, avec les pays limitrophes des endroits où on a des bureaux. Vous proposez des trajets transfrontaliers sur la plaplateforme? Oui, c'est les conducteurs. À partir du moment où il y a un trajet qui est faisable en voiture, il y a des trajets en covoiturage, tout simplement. Alors comment voyez-vous l'avenir de ce type de service? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de covoiturage? Donc là, c'est plutôt des grandes distances. Est-ce qu'il y a des pistes que vous suivez? On entend parler en ce moment pas mal de colis-voiturage. Oui, le colis-voiturage, ça va être c'est le transport de colis par covoiturage, donc ça c'est quelque chose qui est faisable par notre service aussi. C'est pas une activité qui est en plein boom, hein. Ça fait 3-4 ans qu'il y a eu des services qui sont lancés comme ça et qui ne décollent pas en fait. Mais parce que ça pose aussi d'autres problèmes, parce qu'on parle beaucoup de... Il y a quelque chose qui est très important en covoiturage, qui est la confiance qu'on peut avoir entre les gens. Donc il faut une grande confiance. Il faut que les passagers puissent se projeter facilement dans un voyage avec un conducteur. On a envie de connaître la personne avec qui on va voyager avant. Et les conducteurs, de la même manière, ont envie de savoir qui ils vont prendre dans leur voiture. Donc il y a beaucoup de confiance à construire sur la plateforme. C'est pour ça que nous, il y a des grades en fait. Quand on s'inscrit sur covoiturage.fr, au départ, on est débutant, ensuite on est habitué, ensuite on est confirmé, ensuite on est expert, ensuite on est ambassadeur. Alors, quand on est ambassadeur, ça veut dire qu'on a transporté beaucoup de personnes, on a plein d'avis positifs, il y a la photo, il y a le numéro de téléphone certifié, il y a tout ce qui fait que ça attire confiance. Et donc pour le transport de colis, c'est encore autre chose, parce que là, les contraintes ne sont pas les mêmes. Un colis, ça voyage pas tout seul. Donc il faut aller le chercher à un endroit, il faut le déposer à un autre endroit hyper précis. Alors que les passagers, l'avantage, c'est que vous pouvez les prendre, leur donner rendez-vous porte-maillot et puis les déposer à la poterie à Rennes, ça marche. Le colis, vous ne pouvez pas, donc il faut aller le déposer toujours au bon endroit. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire. Et puis ensuite, en termes de tarification, c'est pas forcément beaucoup moins cher que les autres solutions de transport. Et puis en tant que conducteur, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on transporte. Alors, il y a aussi la question de la responsabilité, effectivement, de ce que vous allez transporter. C'est-à-dire que le conducteur est responsable de ce qu'il transporte dans sa voiture. Et donc, si c'est un colis qui n'est pas à lui, s'il ne l'a pas ouvert et s'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, oui, ça peut poser problème. Alors, vous êtes un petit peu à part quand même dans tous les systèmes de déplacement, puisque aujourd'hui, si je veux prendre le train ou l'avion, je peux assez facilement accéder à des logiciels qui commencent d'ailleurs à être intégrés les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut imaginer que le covoiturage vienne s'imbriquer dans les autres systèmes d'information sur les transports? Alors oui, c'est-à-dire que c'est des solutions multimodales. On commence à le faire un petit peu sur certaines plateformes de conseils généraux où vous allez juste indiquer que vous voulez aller d'un point A à un point B, puis vous allez avoir plusieurs solutions, quoi. Le bus, le train, le covoiturage. Et donc ça, c'est des solutions de multimodalité. Je pense que c'est l'avenir. La problématique, c'est toujours la même, c'est le partage d'informations. C'est-à-dire qu'autant nous, toutes nos informations sont structurées de manière ultra informatisée, et donc elles sont disponibles et consultables par des API, en gros par des services qui permettent de consulter les offres et de questionner la base de données. Autant ce n'est pas toujours le cas sur des solutions de transport plus de type transport en commun, où on n'a pas toujours toutes les données des horaires exacts des bus, de savoir où ils passent, de savoir où ils vont. Donc c'est une problématique de structuration de la donnée, puis de l'accès, mais c'est sûr qu'au niveau voyageur, c'est un gros plus d'avoir toutes les solutions multimodales en même temps affichées sur un écran, juste par une requête, c'est un gros plus. Donc je pense que c'est l'avenir, et il va falloir que tout le monde se structure autour de la donnée. Parce que la donnée, c'est quelque chose, paradoxalement, dans les transports en commun jusqu'à présent, qui n'est pas beaucoup partagé. Alors les bus sont là, tout est mis en place, mais les données elles-mêmes sont difficilement accessibles. Parce que généralement, on ne met pas suffisamment non plus de moyens sur cela, parce que jusqu'à présent, on ne voyait pas la vraie utilité, et surtout, on ne savait pas forcément le déployer sur des réseaux Internet. Et maintenant, c'est en train de changer. Alors donc, grand succès à l'évidence dans le transport des particuliers. Est-ce que le covoiturage fonctionne aussi en entreprise? Vous avez donc une plateforme, vous proposez une plateforme qui est dédiée à cet usage. Est-ce que ça fonctionne? Alors, on a effectivement, on a à peu près 200 clients qui ont des plateformes de covoiturage en entreprise pour une autre forme de covoiturage. Donc, ce n'est pas du tout le même. Ça va être du covoiturage domicile-travail. Ça va être des employés d'une société qui habitent à peu près dans le même endroit, donc qui sont voisins, et qui travaillent à peu près au même endroit, et donc qui vont faire le trajet tous les matins, tous les soirs ensemble.
Donc là, d'ailleurs, les économies ne sont pas faites de la même manière. Elles sont très grandes aussi, puisqu'à l'année, c'est en moyenne 2 000 € qui sont économisés par les gens qui font du covoiturage ensemble pour se rendre au travail. Mais ça c'est pas structuré de la même manière. C'est pas par un échange d'argent, c'est pas le passager qui va payer le conducteur. Généralement, c'est 2 personnes qui ont chacune leur voiture et qui vont alterner. Ils prennent la voiture de l'un une semaine, la voiture de l'autre une autre semaine. Donc, dans sa forme, c'est complètement différent. Et dans les populations concernées aussi, puisque là, on s'adresse effectivement à des entreprises, et donc ça va être des solutions qui sont déployées sur les intranets en marque blanche pour les entreprises. Donc, c'est 2 activités complètement différentes. Le covoiturage domicile-travail, à la limite, il existait même déjà avant et on peut se passer Internet. de plateforme. Et on peut se passer de plateforme, parce que il suffit, enfin, on peut se passer de plateforme. Disons qu'il faut quand même un endroit où il y a des offres et des demandes. Alors, ça peut être fait de différentes manières dans une société. Et ça peut être simplifié. Voilà, ça peut être simplifié par une plateforme. C'est aussi différent parce que ça demande un changement là, de comportement qui est encore plus dur que le changement pour faire un trajet de 500 km comme on le fait sur le covoiturage longue distance. Parce que là, on tape dans les habitudes ancrées parfois depuis 10, 15, 20 ans. Enfin, quand il y a quelqu'un qui vient tous les jours au travail depuis 20 ans avec sa voiture, lui indiquer qu'il va pouvoir le faire avec un collègue ou avec quelqu'un qui travaille dans la boîte d'en face, c'est assez compliqué en fait. C'est de la gestion du changement qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, donc ça prendra encore pas mal de temps, que simplement de dire tiens, ce week-end je veux aller à Lyon, je peux partir avec ma voiture, je peux partir en train, je peux partir en covoiturage. Parce que de toute manière, là, c'est quelque chose qui est exceptionnel, et donc on est déjà sorti d'une certaine routine. Alors que sur les trajets domicile-travail, on est dedans, on est dans la routine. Et là, changer la routine, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc oui, ça fonctionne, mais ça demande à se développer plus, et ça, on arrivera à le développer plus par un changement comportemental qui, lui, est plus long. La conduite du changement doit vraiment être accompagnée par l'ensemble des parties prenantes des entreprises. Exactement, il faut faire beaucoup de communication, on fait des stands de sensibilisation. Alors, on fait un nombre de stands dans les cafétérias des entreprises incroyable. Donc, alors c'est un sujet que M. Marcon connaît bien parce que justement ce qui fonctionne pour le coup en entreprise, c'est l'autopartage. Tout à fait. Et notamment donc, votre service. Alors je crois qu'avant la mise en place de votre service, vous avez fait une petite étude de marché. Tout à fait, oui. Peut-être vous partagez avec nous quelques-uns des résultats. Avec plaisir. En fait, on a fait une étude de marché donc, avec l'Institut de sondage BVA qui a révélé en fait 2 chiffres assez frappants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, 1 personne sur 3 est prête à abandonner son véhicule personnel pour prendre une solution d'autopartage si son entreprise la propose. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, un bon signe d'optimisme pour, je dirais, ce marché de demain. Et la deuxième, c'est qu'un Français sur 2 considère que si son entreprise met en place un système d'autopartage, c'est une entreprise qui est responsable. Et ça, c'est une donnée qui nous intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, on voit que nos clients entreprises, ils sont vraiment au cœur d'une convergence entre mobilité, d'un côté, qui est un gros sujet à la mode, développement durable et problématiques financières. Donc ça, c'est vraiment le constat de départ qu'on a noté chez vraiment tous nos clients. Et on s'est dit, mais quelle solution lancer finalement pour répondre à ce constat? Et typiquement, effectivement, la solution... Alors, expliquez-nous justement comment fonctionne Alphacity. Alphacity, c'est une solution d'autopartage qui est très simple, qui consiste en fait à mettre des véhicules en libre service au sein d'une entreprise, pour que justement l'ensemble des adhérents puissent les utiliser à la fois pour des déplacements privés, des déplacements professionnels. Ce qui fait que finalement, effectivement, on crée une communauté au sein des entreprises.
sein de l'entreprise qu'il faut régler. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est encore une fois, il faut que l'ensemble des parties prenantes qui veulent, je dirais, lancer ce service au sein de l'entreprise soient inclus dans le projet. Ça, c'est très important, à la fois les ressources humaines, les achats, les services généraux, mais aussi la direction générale pour montrer qu'aujourd'hui, telle société a envie de proposer une solution alternative aux taxis et aux véhicules courte durée et s'y lance vraiment. Que les règles ne soient pas trop rigides non plus, qu'elles soient assez souples et qu'on prévoit vraiment, je dirais, l'ensemble des cas qui peuvent se produire. Et je dirais de pousser les utilisateurs, encore une fois, c'est pertinent financièrement, c'est efficient d'un point de vue écologique, et je dirais c'est simple à utiliser. Donc pourquoi ne pas y aller? Peut-être parfois par, je dirais, excès de fainéantise, peut-être les gens n'iraient pas, mais encore une fois, le but c'est vraiment de pousser les collaborateurs à utiliser cette solution, encore une fois qui est pertinente. Et donc il y a à l'évidence des freins, certains vont perdre leur voiture de fonction. Alors non, justement, là, ce qui est intéressant finalement dans notre solution d'autopartage, c'est que justement on donne accès au service à des gens qui n'ont aujourd'hui pas de véhicule de fonction. On sait qu'aujourd'hui les véhicules de fonction sont réservés à certaines catégories de population dans les entreprises. Et aujourd'hui, Alphacity, justement, le but c'est que ce soit ouvert à l'ensemble des employés de l'entreprise qui n'ont pas forcément de véhicule à titre personnel pour qu'ils puissent se déplacer, aller faire leur rendez-vous, partir, je dirais, en vacances ou en week-end et qu'ils puissent avoir encore une fois une solution de mobilité. Donc ça change les habitudes de mobilité. Et ça leur offre une nouvelle solution qu'ils n'avaient pas auparavant. Et à partir de quelle taille d'entreprise on peut utiliser ce genre de service? Est-ce qu'il y a une taille minimale? Il n'y a pas de taille minimale, je dirais. Il y a plutôt des habitudes de consommation. Est-ce que votre entreprise consomme du taxi et de la location courte durée? Aujourd'hui, on voit certaines entreprises dans Paris intramuros qui ne sont que 40 employés, mais qui aujourd'hui consomment énormément de taxis, parce que ça a toujours été leur mode de fonctionnement, et qui aujourd'hui, je dirais, sont intéressés par l'autopartage et prennent l'autopartage, parce qu'encore une fois, ça correspond à leurs besoins et c'est complètement pertinent. Alors quel est l'avenir pour Alphacity? Parce qu'aujourd'hui, donc, vous utilisez des véhicules du groupe, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, aujourd'hui, Alphacity est monté sur des véhicules BMW et Mini, au moment de la production des véhicules, ce qui fait que le système est complètement intégré. L'avenir pour Alphacity, déjà, c'est de faire, je dirais, monter le nombre d'entreprises qui ont adhéré à Alphacity. Et deuxièmement, c'est de, je dirais, accompagner Alphacity pour que Alphacity devienne électrique demain. On sait que le marché français est un marché très friand du véhicule électrique, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, on a encore, je dirais, beaucoup de marches à franchir. Et demain, l'avenir, c'est vraiment qu'Alphacity devienne électrique. Donc demain, véhicule électrique, mais il n'y en a pas encore dans la gamme de BMW. Donc c'est quand demain? C'est fin de cette année, donc ça va arriver. Encore une fois, pour l'instant, on ne l'ouvre pas au multimarque, parce qu'encore une fois, une des grandes forces du système, c'est qu'il est complètement intégré dans le véhicule. Et pour ça, il faut le monter au moment de la production. Et on sait que, en tant que filiale du groupe, on arrive à faire ce type de choses, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres types de marques de véhicules. Bien, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci également à vous, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos vidéos sur cleantechrepublic.com.